Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce numéro d'Entre les lignes. Eh bien, on présente d'abord le sujet. On parlera de la question de fédéralisme qui a été donc reprise dans un rapport de l'agence Reuters. La République démocratique du Congo est en train de fonctionner comme un État fédéral. Déjà, quand vous remarquez l'AFCM 23, le fonctionnement de l'AFCM 23 dans les zones occupées, nomination des bourgmestres, des chefs de territoire, eh bien, on a l'impression que c'est un autre État qui fonctionne là-bas. Mesdames et messieurs, la question du fédéralisme, l'AFCM 23 également l'avait soulevé, voulu même par le colonel Nanga, qui est le patron de l'AFCM 23, le fédéralisme. Qu'est-ce que cela cache? Est-ce que cela est utile dans le fonctionnement de la RDC? On parlera aussi, mesdames et messieurs, des discussions qui ont repris entre le gouvernement congolais et l'AFCM 23 en Suisse, à Genève. Quelques engagements ont été pris là-bas. Enfin, nous allons également aborder la prestation des serments du président congolais Denis Sassou Nguesso avec la présence de plusieurs chefs d'État, dont Félix Tshisekedi ou encore Paul Kagame, qui ont donc été sur place. En face de nous, M. Freddy Mulumba, qui vient pour la première fois dans ces installations. M. Freddy Mulumba, merci. Merci beaucoup d'être là, encore une fois, pour participer à cette émission. Mais d'entrée de jeu, commençons par la clé de lecture, les clés de lecture. Oui, Dan, comme d'habitude, je pense qu'il faudrait informer notre peuple. Oui. Ça signifie qu'il faut que les gens soient au courant du bouleversement du monde, du changement du monde. Comme nous ne sommes pas, on n'a pas de possibilité pour publier, il y a beaucoup d'Américains qui publient. D'ailleurs, c'est les meilleurs intellectuels, chercheurs. Les meilleurs chercheurs se trouvent en Amérique. C'est là où il y a la liberté de la pensée, il y a les libertés académiques qui sont respectées. Donc j'ai amené d'abord 3 livres. Parmi ces 3 livres, il y a un livre écrit par un historien américain, publié en 2017 à l'université de Wisconsin-Madison, donc c'est en Amérique. Il s'appelle Alfred McCoy. Donc le livre s'intitule In the Shadows of the American Century, The Rise and Decline of US Global Power. Donc, pour traduire en français, dans l'ombre du siècle américain, l'émergence et le déclin de la puissance mondiale américaine. Et dans ce livre, l'historien américain démontre que, comme l'Amérique connaît son déclin, il va se retirer dans d'autres parties du monde. Quand il va se retirer, il va laisser des places vides. Ces places vides seront occupées d'abord par des puissances émergentes. Bien d'autres grandes puissances. Vous avez la Chine, vous avez la Russie, mais on peut dire aussi il y a l'Iran aujourd'hui, vous avez l'Israël, vous avez la Turquie, vous avez l'Inde, vous avez, on peut parler du Japon aussi. Ça, c'est du côté des États. D'autres espaces vides seront occupés par ce qu'on peut appeler les acteurs non étatiques. Dans ces acteurs non étatiques, ils donnent une coalition de sociétés multinationales. De 2, des forces militaristes, d'autres forces comme l'OTAN et d'autres qui ont un leadership financier sur le plan international. Chez les privés aussi, il y a les gens de Davos qui sont très puissants, donc ce sont des mondialistes, et Bilderberg. Donc ce sont je dirais un peu, ce sont des groupes d'hommes d'affaires, groupes de multinationales
Et c'est eux aussi qui vont aussi occuper les places vides qui seront laissées par l'Amérique. Ça signifie quoi? L'Amérique se retire parce qu'elle n'a plus de moyens. Les places vides occupées par les puissances émergentes et les sociétés multinationales, tout comme l'OTAN. Et parmi les sociétés multinationales, on parle de ceux qui contrôlent Davos, c'est en Suisse. Vous allez comprendre pourquoi tes amis se sont partis en Suisse. Et de l'autre côté, Bilderberg. C'était aussi donc une association des intellectuels, des hommes d'affaires, des hommes politiques, des journalistes qui se réunissent chaque année pour faire une analyse et une orientation du monde. Donc, ce sont ces gens-là qui vont occuper. Donc, ce qui se passe actuellement. Là, on va parler de la question de l'Ouganda. On va y arriver, pourquoi l'Ouganda fait ce qu'il fait là, qui est derrière. Deuxième livre que j'ai, c'est The Return of Great Powers, Russia, China et the Next World War. Donc, ça signifie le retour des grandes puissances. La Russie, la Chine et la prochaine guerre mondiale. Donc, comme l'Amérique n'est plus la seule puissance mondiale, avec son déclin, il est en face maintenant de la Russie et de la Chine comme des puissances, des grandes puissances. Il y aura l'affrontement. Ils vont tenter de chercher à définir leur sphère d'influence. Ce qui fera par tous les moyens, ils finiront par s'affronter. Donc, ce qui se passe en Iran n'est pas un fait du hasard. C'est un affrontement sur la redéfinition des sphères d'influence entre les puissances, les grandes puissances, les trois grandes puissances, mais aussi les puissances montantes qui sont les puissances régionales bien émergentes. Le troisième livre, ça a des liens avec la déclaration du général ougandais qui a parlé du fédéralisme. Il a dit qu'il faut normalement que les Congolais acceptent le fédéralisme parce que c'est mieux. Avec ça, on peut éviter les crises. Donc, si on veut refuser aujourd'hui, si aujourd'hui on veut que le Congo soit stable, il faut que le Congo soit fédéral. Mais ce qui est curieux, celui qui fait celui qui fait la déclaration, c'est un Ougandais. Et normalement, on devrait se poser la question, pourquoi ce général ougandais fait cette déclaration alors qu'il n'est pas congolais? Ça signifie qu'il y a des enjeux derrière. Mais l'Ouganda elle-même est déjà en Ituri. Oui, ils occupent Ituri. Je vais expliquer pourquoi. Parce que c'est là où ça nous amène à comprendre la situation de discussion sur le fédéralisme. Il y a d'abord la déclaration de AFC M23. Ils ont dit que maintenant, comme on a signé les accords entre le Rwanda et l'Ouganda, par le Rwanda et le Congo, maintenant ils adoptent le fédéralisme. Ça, c'est Nanga qui avait déclaré. Il y a la déclaration du général ougandais. Il a dit la même chose. Maintenant, il y a une étude un rapport fait par Reuters. Reuters, c'est une agence de presse britannique, mais derrière, ce sont les intérêts financiers britanniques. Selon cette agence, Reuters, comme M23, AFP ont occupé l'Est, ils ont déjà créé automatiquement un mini-État autonome. Donc, si on veut résoudre la crise, il faut passer par le fédéralisme. Ça, c'est Reuters qui a sorti les rapports avant la déclaration de Nanga,
avant la déclaration Général du ougandais. général. Un mini-État. Un mini-État, oui. Parce qu'ils ont mis l'administration, ils font tout. Ils ont nommé leur gouverneur. Oui. Donc pour ces gens, comme ils ont tué beaucoup de Congolais, ça ne leur dit rien. Donc la meilleure façon de faire, c'est donner à ces gens-là un fédéralisme. Et derrière, qui sont derrière? Vous avez Museveni, vous avez ce qu'on peut appeler les anglo-saxons. Donc c'est ça un peu le plus grand problème. Donc vous avez Museveni et les anglo-saxons. Donc Museveni a des ambitions sur le Congo. Monsieur Freddy Moulma, juste une petite question par rapport au fédéralisme, afin que l'opinion comprenne. Oui. C'est quoi le risque du fédéralisme dans notre pays? Qu'est-ce que nous risquons en allant vers le fédéralisme? Qui demande le fédéralisme? Ce sont des Congolais? Certains Congolais aussi demandent le fédéralisme. Qui? Bon, par exemple, Moïse Katumbi, Quand c'est un individu, Kamitatou, par c'est un exemple. individu. Par exemple, il demande sur base de quoi? il n'est pas le seul, en fait. Il porte des masques. Parce que le même fédéralisme est demandé par Museveni, demandé par le colonel, le général, et soutenu par le rapport de Reuters. Ce n'est pas un fait du hasard. Mais les États-Unis, la Suisse, le Nigeria Non, sont des États il fédéraux. ne faut pas confondre les choses. Ces États-là ont une histoire particulière. Le Congo, c'est autre chose. Vous avez oublié que c'est parce qu'il y avait un projet de balkanisation comme maintenant on vient de signer l'accord de partenariat avec l'Amérique. Le projet est jeté dans la poubelle, ou bien dans les tiroirs. C'est la raison pour laquelle maintenant ils préfèrent parler du fédéralisme. C'est un faux fuyant tout simplement. C'est parce qu'ils ont échoué leur coup de balkanisation, et dans ces conditions, que ça va se passer. On a d'autres pour le fédéralisme, mais dans leur tête, là, c'est la balkanisation. Je vais vous lire ce qui regarde, ce qui Museveni. Ce livre est publié en 2022, je pense. Excusez que je lise un peu le... Oui, 2022. C'est un livre collectif écrit par les intellectuels africains sur Nyerere. Donc il y a 38 Julius Nyerere. réflexions sur Mwalimu Nyerere. En fait, Nyerere, sa vision c'était quoi? Quand la Tanzanie a eu l'indépendance, Nyerere a dit nous devons aller jusqu'à construire un État fédéral. Et cet État fédéral, il a cité certains pays, l'Ouganda, la Tanzanie, les Kenyans. Donc, ils vont constituer un État fédéral. Ça, c'est l'idée de Nyerere, qui était le patron ou bien l'initiateur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Museveni, lui, va maintenant prendre les idées de Nyerere, ils endossaient. Qu'est-ce que Museveni dit dans ses livres? Oui, dans cet ouvrage, Museveni a écrit un article de sa propre main. Il se présente comme celui qui est le fiole ou bien l'héritier des idées de Nyerere. Donc il faut qu'il fasse aboutir l'État fédéral de l'Afrique de l'Est. Ça, c'est l'aboutissement. Mais la matrice, c'est l'EAC. Il faut que les gens comprennent les enjeux. OK. Museveni dit ceci, très clairement. Il dit, nous allons construire un État fédéral. Il a cité des pays. État fédéral de l'Est. Vous avez la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, Sud-Soudan, quel pays encore? Kenya et l'Est du Congo. Ça, c'est Museveni. Ça, c'est Museveni qui a écrit. Dans l'Est du Congo, Museveni écrit clairement. Il y a des populations avec qui on partage la même culture. Parmi ces populations, il parle des Tutsis rwandais, Tutsis congolais et les Banyamulenge. C'est bien écrit. Donc dans l'imaginaire, dans la vision de Museveni,
c'est construire cet État en prenant la partie de l'Est, là où on trouve des populations d'origine rwandaise ou bien d'origine ougandaise. Ils disent qu'ils partagent la même culture et la même histoire. Mais ce qui est frappant, c'est quoi? Il y a là le soutien de la Chine. Museveni a le soutien de la Chine. Oui. Pourquoi? Il y a un rapport, un livre publié par un Britannique. De toute façon, j'ai eu difficile à voir ce livre-là. Pourquoi? J'ai commandé, ça fait depuis le mois d'avril l'année passée, jusqu'au jour où ce n'est pas arrivé. Des amis sont partis au Canada, ils ont commandé, on dit non, non, pourquoi vous les cherchez? En fait, on démontre comment les Chinois permettent à Museveni de construire son État fédéral. Le livre est intitulé Uganda Agency with China, African Relation, President Museveni and the Chinese Foreign Policy in East Africa. C'est publié en 2022. C'est à Londres, dans une université, c'est académique. Que dit le livre? La Chine est fortement impliquée dans les secteurs pétroliers de la région. Or, le pétrole se trouve où? Dans les lacs Albert. Et la grande partie du pétrole se trouve chez nous. Car c'est un marché pour le pétrole impliqué dans le développement du secteur et un partenaire clé dans la construction des méga infrastructures. Quelles sont ces méga infrastructures? Il y a d'abord un chemin de fer, standard gauche railway, mais aussi l'Oludic, le pipeline de l'Ouganda, qui part de la Albert jusqu'en Tanzanie, donc au port de Dar es Salaam. Et il faut que je voie un peu très bien. Cette voie, cette pipeline mesure 1442 km. Ça a coûté à peu près 3 milliards 500 millions de dollars, financé par les Chinois, les Français, avec Total, et Touloy. Touloy était à la base de la guerre de l'AFDEL. Touloy, c'est qui? C'est une entreprise britannique, anglo-saxonne, de pétrole. C'est eux qui étaient à la base de la guerre de l'AFDEL. Dès qu'on a chassé Mobutu, Touloy a signé des accords avec le gouvernement de Kabila. Que l'autre, Kabila fils, a endossé. Donc c'est Touloy qui était à la base de la guerre de l'AFDEL avec d'autres multinationales. Donc ça c'est du côté pétrole. Pour que vous compreniez pourquoi l'Ouganda réclame le fédéralisme, pourquoi l'Ouganda, donc pourquoi les gens de l'Est veulent créer l'État fédéral de l'Afrique de l'Est. Nous sommes les grands producteurs de l'or. L'Ouganda n'a pas d'or. Vous avez l'histoire de Kilomoto, c'est pas Mambasa, Sokimo, il y a Mambasa, il y a encore d'autres. En Ituri, là. En Ituri. Donc l'Ituri est plein d'or. Il est plein d'or. Et quand vous demandez aux gens combien on produit, on ne sait même pas. Tout est caché. Mais nous produisons beaucoup d'or. Cet or est vendu à partir de comptoirs installés en Ouganda. Mais c'est Kibali est carrément en train d'exploiter l'or de cette région-là. Oui, mais Kibali Gold. Mais Kibali Gold, ils ont signé les contrats après. Mais ce qui était à la base de la guerre, ce n'était pas Kibali. En fait, Kibali, Mining, tout ça, derrière, vous avez tous les hommes d'affaires, même les hommes politiques américains qui sont dans ces entreprises-là. Okay. Donc, Museveni pense, si on construit Ituri, ou bien on crée l'État fédéral de l'Afrique de l'Est, ils auront d'abord le pétrole congolais, gratuitement, on va mettre la main dessus.
ils auront l'or congolais gratuitement, mais aussi le coltan à partir du Rwanda. Voilà pourquoi ils insistent qu'il y ait fédéralisme et qui va aboutir à la création d'un État fédéral africain. Le problème, c'est quoi? C'est prendre des populations congolaises d'origine rwandaise, les annexer à l'État fédéral de l'Afrique de l'Est. C'est ça l'enjeu. Mais pourquoi ça se complique? Pourquoi ça se complique? D'abord, Trump a signé des décrets sur les minéraux stratégiques, minéraux critiques. Parmi ces minéraux critiques, Trump cite l'or, les cuivres, le coltan automatique, ou bien d'autres minéraux. Donc, c'est déjà qualifié de minéraux stratégiques. Mais Trump a ajouté, au niveau des Américains, l'or est devenu donc, ce qu'on peut appeler un minerai stratégique et critique. Donc, l'Amérique a un contrôle sur l'or congolais, sur le coltan congolais, sur le cuivre congolais. Parce que ça fait partie de la sécurité américaine. Monsieur Fediouma, je ne vous arrête pas. Nous avons adhéré à l'EAC en 2021 et 2022. Cette adhésion a suscité beaucoup de critiques. Était-ce une bonne décision d'adhérer à l'EAC? Je pense que personne ne voulait. Mais comme ceux qui sont derrière l'EAC, avec leurs calculs, ils ont fait pression sur notre pays. Ça n'a pas été facile. Il y a eu un grand débat. Ils ont fait pression jusqu'à ce qu'on a adhéré à l'EAC. Mais personne n'y croyait. C'était un coup monté par les globalistes qui estiment qu'ils peuvent facilement nous mettre la main sur nous. C'est là où, quand je vous ai parlé des livres de... Vous conseillez qu'on puisse chercher à quitter? Qu'est-ce que vous conseillez? Parce que nous sommes déjà en plein EAC. Non, mais on peut quitter, mais ce n'est pas une obligation. Nous pouvons partir. Qu'est-ce qui est préférable? Qu'on reste? Parce que le chef, on avait suivi le chef de l'État. Je pense que si on fait des calculs, il faut d'abord qu'on fasse un calcul. Si nous voyons que nous gagnons, d'abord il faut qu'il y ait un débat public. Si nous gagnons, nous pouvons rester. Mais si nous perdons, ça ne sert à rien. Maintenant, c'est du gagnant-gagnant. Mais l'enjeu, c'est quoi? Je vous ai pris ce livre ici. Non, celui-ci. Sur l'Amérique va se retirer du monde. Les espaces civils qui vont rester, ce sera des acteurs non étatiques et d'autres États qui peuvent s'installer. Donc, ça sera une zone d'influence, soit, ça c'est côté de l'EAC, ça la difficulté de l'EAC. L'EAC n'est pas dans une zone d'influence américaine. L'EAC, qui sont derrière l'EAC? Les Européens et les globalistes. Donc, les Européens préfèrent Kagame et Museveni, préfèrent cet État-là pour leurs propres intérêts, parce qu'ils n'ont pas de matière première. Mais quand vous prenez comment dirais-je, les Américains, donc leur position, le Congo, il est protégé par l'État américain. Voilà l'essence qu'il faut donner à ce que j'ai pas appelé, comment vous appelez ici, l'accord stratégique, le partenariat stratégique entre l'Amérique et le Congo. Donc nous sommes dans la sphère d'influence. Maintenant, les Européens sont restés avec les globalistes et ils veulent contrôler l'EAC. Mais l'accord qu'on a signé avec l'Amérique bloque. Comment l'accord bloque? Bloque parce que, tu sais, ici, c'est l'État américain qui a signé. Il nous a protégés. L'État américain avec Trump, qui a signé des décrets sur l'or, sur les cuivres et d'autres matières premières qu'ils considèrent comme des produits, des matières premières stratégiques ou bien minéraux stratégiques. C'est pour la sécurité américaine. On ne vous a pas dit que c'est pour la sécurité occidentale. Donc nous sommes sous contrôle américain. Et ça met mal à l'aise les globalistes, les Européens. D'accord. Voilà pourquoi, même si Museveni, ce qu'ils font là, ça n'ira nulle part. Parce que quand on est dans une compétition entre grandes puissances,
On a besoin des États, et non des États puissants, et non des petits États. Quand vous prenez l'Ouganda, le Rwanda, ça ne pèse pas sur les plans, même le Kenya, ça ne pèse rien. Vous comparez au Congo, on a besoin d'un Congo stable et puissant qui peut permettre à ce que l'Amérique mène la guerre, la compétition contre la Chine. Ce qui se joue aussi, c'est la Chine. Et la Chine a beaucoup investi en Ouganda, je viens de le démontrer. Donc il faut déjà se mettre en tête que les Américains ne laisseront pas les Rwandais et l'Ouganda entrer dans ces jeux. Ils ont signé avec les Chinois, parce que les pipelines là, qui quittent de la mer, du lac Albert jusqu'à Mombasa, au port de Mombasa. Non, Dar es Salaam. Ce sont des Chinois qui ont construit. Ils ont financé avec l'entreprise pétrolière, je ne sais quoi encore, française, Total. Avec tout l'œil. Ceux qui ont fait ça, sans demander au Congo leur point de vue. C'est du vol. Maintenant, l'Amérique vient avec l'accord de partenariat stratégique. Ça bloque maintenant leurs manœuvres. Voilà pourquoi ça n'ira pas très loin. Parce que l'Amérique, c'est un État. Mais qu'est-ce que vous suggérez aujourd'hui? Quelles sont les décisions politiques majeures qu'il faut prendre pour empêcher ce plan-là de se matérialiser? Non, je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait un débat. Que notre peuple soit informé. Les gens ne sont pas informés. Peut-être qu'il y a des ministres qui partent à Kigali, tout comme quel pays en Ouganda, toucher l'argent. On connaît, il faut lire l'histoire. C'est comme ça qu'ils parlent le moins la question de l'Ouganda. Ce n'est pas par hasard. Vous allez vérifier l'argent circuler. Donc il faudrait que les gens soient informés. Et ça, c'est important. L'information ne circule pas. Après qu'il y ait un débat entre scientifiques, avant que les politiques reprennent les relais. Donc, pour moi, c'est après débat qu'on va décider est-ce qu'on va rester dans l'EAC ou bien on va sortir. Parce que l'EAC a un objectif clair. Balkanisé. Pas balkanisé. Créer un État fédéral de l'Afrique de l'Est. Les patrons, les grands penseurs qui regardent les projets, c'est Museveni. Mais Museveni n'est pas tellement accepté. Les globalistes, les Européens, les Britanniques préfèrent Ruto. Mais la RDC est à cheval entre l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est. Nous sommes plus ou moins à cheval, nous sommes au cœur de l'Afrique. Oui. Quand on veut créer un État à partir de l'Afrique de l'Est, est-ce que tout le Congo va être dedans ou ce sera juste une partie? Non, tout ça était dans les plans de la balkanisation. Beaucoup de gens ignorent. Il faut relire l'histoire. Quand la guerre a commencé, les discours c'était quoi? Le Congo est trop grand, on ne sait pas les gérer. Il faut couper en morceaux, comme ça on peut les gérer correctement. Ça, c'est le discours des globalistes et des Européens qui sont à la base de la balkanisation, les globalistes. C'était ça les débats, les points de départ. Mais avec l'évolution de la situation, ça devient difficile que leur plan de balkanisation soit réalisé. Que faire maintenant? On a forcé notre gouvernement d'accepter, d'adhérer à l'EAC. Parce que quand on fait les calculs, nous ne gagnons rien. Mais dans leur tête, c'était quoi? Il faut adhérer avec l'État, on va détacher. Parce que leur objectif, c'est créer l'État fédéral de l'Afrique de l'Est. Donc, disons, dans une vision, c'est comment que le Congo doit disparaître. Donc, nous allons analyser, on va faire des calculs. Si nous pensons que nous gagnons, on peut rester. Quand nous ne gagnons pas, nous quittons. Tout est question des rapports de force. Chaque État doit défendre ses intérêts. Et tout maintenant dépend de la qualité des élites. Or, les élites qui sont à Kinshasa, c'est plein de mercenaires. Les gens qui travaillent pour Kagame, Museveni et d'autres. Voilà la grande difficulté du Congo. Donc, vous avez dit que ce projet va échouer. Le projet va échouer pourquoi? Pourquoi? D'abord, nous sommes en compétition entre grandes puissances. Ça, c'est un. L'Amérique et la Chine. Ouais. La Chine a beaucoup investi en en Ouganda, avec le consentement de Museveni pour créer un État fédéral. Ça, c'est un. Des deux, les Occidentaux, les Européens en particulier,
derrière eux, ils ne sont pas puissants. Parce que pour être puissant, il faut voir les forces armées, et services de renseignement. L'Amérique a la CIA, l'Amérique a une armée forte. L'Amérique est en compétition avec la Chine. Il ne va pas accepter que le Congo soit coupé en morceaux. Parce que si le Congo est coupé en morceaux, automatiquement, ça profite à la Chine. Donc l'Amérique a intérêt à ce que le Congo soit stable, qu'il y ait de l'ordre. L'Amérique va plus ou moins être le garant de cette unité. Non, l'Amérique vient pour ses intérêts. Les garants, c'est nous. L'Amérique vient pour ses intérêts. Comme l'Amérique vient pour ses intérêts, il fait des calculs. Il dit, mieux vaut avoir un Congo stable et solide qu'avoir un État divisé en morceaux. Ça va profiter. Les chaos profitent à la Chine. Donc, que faire? Il faut que le Congo soit stable. C'est tout. Donc, les garants de l'unité du pays, c'est nous. Ce n'est pas l'Amérique. C'est là que nous allons comprendre. C'est là où j'ai dit il faut les élites de qualité. Les élites qui ont l'ambition de grandeur, la volonté de puissance. On ne peut pas être un chef du Congo ou bien être un gouvernement congolais sans avoir un esprit de grandeur, sans avoir une volonté de puissance. Parce que, naturellement, c'est nous qui devrons gérer toute l'Afrique centrale. On ne doit pas nous gérer par des petits pays. C'est au Congo de gérer l'Afrique centrale. Et ça demande des élites qui ont des ambitions de grandeur et des volontés de puissance. Et là, je pense qu'avec l'accord de partenariat stratégique, ça peut facilement nous donner des solutions. D'accord, merci. Nous espérons vraiment que le Congo va se tirer d'affaire. Ce sera d'ailleurs le cas parce que nous sommes... Alors, M. Fadi Moulumba, évoluons avec un autre sujet. Ouais. Parlons de cette affaire de négociation ou discussion de Suisse entre l'AFC et le gouvernement congolais. La délégation de l'AFC M23 est composée des proches. Non, il faut citer Les anciens proches, Ibalanki notamment. Ibalanki, oui. Moi, je pense que ce qui est normal, il y a toujours des traîtres. Ibalanki est parti. Il y a encore plus d'Ibalanki ici. Ils sont au gouvernement, ils sont dans l'administration, ils sont au département, au Sénat et tout comme à l'Assemblée. Vous allez voir avec le temps combien de gens vont trahir. Avec le temps. C'est le début, vous allez voir. Vous savez, il y a le vieux Chichi, le papa de Félix, qui disait « balle les chauves ». Vous êtes encore jeune, hein, quand l'IDP était encore forte. « Balle les chauves ». Donc, tout le monde avait des cheveux, mais ils avaient planté un peu là. Ils ont perdu un peu des cheveux par-ci par-là. Mais avec le temps, les cheveux ont disparu. On a vu que ces gens sont restés tête vide, pardon, tête un peu, comment dirais-je, avec calvitie, en quelque sorte. Donc, il y aura beaucoup d'Ibalanki. Il y en a encore qui sont encore au gouvernement, qui sont partout. Vous allez voir combien ils vont trahir. Mais ça fait partie d'une longue lutte de libération. Mettez-vous en tête, nous sommes dans un processus de libération du Congo. Que le Congo soit capable de contrôler ses minéraux, ses richesses, pour que ça profite à notre peuple. Hier, le pape Léon XIV. Pardon. Oui. Il a fait un discours au Cameroun. Je pense que c'est dans une province. Il a parlé clairement. Il a parlé que les autres pillent l'Afrique. Donc si nous sommes dans la difficulté, c'est parce que les autres viennent piller. C'est le même discours que Pape François a tenu à Kinshasa ici. Donc c'est pour voir que l'Église catholique, la véritable, a pris position. Mais quand vous venez à Kinshasa, vous avez des évêques qui sont complices. Est-ce qu'ils parlent la même voix avec le Vatican? C'est la question. Donc il y a un problème très sérieux. Les autres voient que nous souffrons, il faut nous en sortir. Mais ceux qui sont les Congolais qui sont sur place ne veulent pas entendre de ça.
sont toujours alliés à ceux qui fassent aux ennemis du Congo. Mais Léon XIV aujourd'hui est en contradiction totale avec l'administration Trump sur la guerre en Iran. Mais c'est normal. L'Église ne peut pas encourager la guerre. L'Église encourage la paix. C'est ça le travail de l'Église. L'Église ne peut pas pousser les gens à être divisés. Hein? L'Église travaille pour le bonheur du peuple. La véritable Église. Le bonheur des croyants. C'est normal qu'ils s'opposent à la guerre, ce qui est normal, quoi. Est-ce que c'est différent de ce que fait la Cinco? Quand la Cinco s'oppose parfois à certaines décisions politiques du gouvernement, est-ce que c'est différent de ce que c'est très différent. La Cinco fait avec le président américain? Non. La Cinco est avec Kagame et Museveni, avec les globalistes. Si la Cinco et les protestants étaient d'accord et travaillaient, donc étaient d'accord avec le Vatican, vous n'allez pas voir Kagame, voir les autres qui tuent le Congolais. Combien la Cinco a attaqué ceux qui occupent le Congo? Combien de fois? On a tué des millions de morts. Et puis il y a plus de 10 000 qui ont été tués à Bukavu. La Cinco même pas un mot. Notre Cinco fait de la politique. Ils ne sont plus encore ni dans la religion, ni dans l'éthique. Voilà pourquoi on a difficile à voir des élites qui émergent. La fois que je t'ai expliqué ici que c'est grâce à des associations comme l'Église qu'on peut avoir des élites qui émergent. Mais les prêtres se sont souvent opposés aux dirigeants, notamment le cardinal Etsao s'est opposé au président Mobutu. Hein. Il y a eu des contradictions à un moment donné, jusqu'à ce qu'il est allé en exil. On a eu le cardinal Monsengo, qui a eu des problèmes avec également le président Kabila, même à l'époque de Lumumba. Hein. Les prêtres catholiques. Non, c'est l'Église catholique. Oui. L'Église catholique congolaise est différente d'autres églises. Dans la naissance, la création de l'État indépendant du Congo, il y avait 3 institutions, ce qu'on appelle la Trinité coloniale. Vous avez l'Église catholique, vous avez l'administration coloniale et vous avez les trusts, les entreprises. Donc, c'est ces 3 acteurs qui sont à la base de la création du Congo. C'est 3. Voilà pourquoi l'Église catholique n'accepte jamais d'être en dehors de sphère politique. Ils estiment qu'ils ont droit, chaque fois, de s'immiscer dans les affaires politiques. C'est parce que dès le départ, dès la création de l'État indépendant du Congo, l'Église était parmi les institutions qui avaient soutenu la colonisation. Voilà le problème. Voilà pourquoi la Cinco entre toujours en contradiction avec les pouvoirs politiques depuis 1960. Et surtout que la Cinco ne dépend pas du Vatican. La Cinco dépend beaucoup plus. Donc, la Cinco est parrainée par l'Église belge. Donc avant d'aller au Vatican, on passe par la Belgique, on part au Vatican, au retour on passe par la Belgique, et puis on part ailleurs. Ce n'est pas au hasard, c'est de façon que l'Église belge contrôle encore l'Église congolaise. Elle n'est pas autonome. Voilà le problème. Voilà, vous avez maintenant des évêques qui sont en contradiction, qui ne sont pas d'accord avec l'Église, mais ce que Scholl raconte, ça n'engage pas tous les évêques. Parce que généralement, c'est Scholl qui fait des déclarations au nom de la Cinco. Donc l'Église ne peut pas aller contre le gouvernement. C'est anormal. Il n'y a que chez nous, l'Église a pris les attitudes des partis politiques. Or, la politique est trop sale. Est-ce que l'élite consciencieuse, l'élite que nous voulons voir, cette élite peut-elle se lever contre le pouvoir en place si le pouvoir n'est pas un pouvoir qui répond aux aspirations du peuple? Prenons la situation actuelle. Est-ce que l'État congolais est contre la population? Non, c'est juste une question, M. Freddy Moumba. Je ne parle pas de l'État actuel. Non, je dis actuellement là. En fait, de pratique. Félix Tshisekedi fait par tous les moyens pour que le Congo devienne indépendant. L'Église catholique devait l'accompagner. L'Église ne devait pas être comme l'opposant de Félix Tshisekedi. L'Église joue le jeu des intérêts étrangers. Voilà pourquoi s'oppose à Tshisekedi. Ça ne le ferait pas. C'est le problème.
L'Église, depuis très longtemps, moi je me rappelle les élections de 2019, vous avez vu la position de l'Église catholique par rapport à l'élection. Vous avez vu? C'est Cholet qui est passé sur Télé 50. Les archives sont là. Pour dire, on connaît déjà les gagnants. On connaît les noms. Lui, l'Église, l'Église va dire on connaît déjà les noms des gagnants. En 2019, non? L'Église congolaise fait de la politique. C'est dangereux. Le pape François est venu ici. Il leur a parlé très clairement. Il leur a dit, occupez-vous de la religion, occupez-vous des croyants, abandonnez les affaires, abandonnez la politique. Si vous prenez le discours du pape devant la Cinco, quand il est venu ici, tout est très clair. Mais le drame est qu'on ne lit pas, on n'a pas de référence, chacun se lève le matin, il fait ce qu'il dit, ce qu'il veut. Nous devons relire l'histoire, c'est important, pour comprendre ce qui nous arrive et où est-ce qu'on va partir. De toute façon, le monde a basculé. C'est fini. Donc il faut maintenant, il faut innover dans notre manière de réfléchir. Il ne faut pas beaucoup plus penser avec les schèmes de pensée passés. On peut se référer pour tirer des leçons. Mais ce n'est plus encore une référence à laquelle il faut tenir. Or, nous pensons encore aujourd'hui. L'Europe est déjà en faillite. L'Europe n'est même pas une puissance. Les gens croient encore à l'Europe. Pour le moment, c'est la Chine, c'est l'Amérique, c'est la Russie. C'est tout. C'est qu'ils vont redéfinir les prochaines frontières du monde. Parce que si nous pensons que les frontières sont naturelles, ou bien c'est Dieu qui a créé, non, ce sont des constructions des hommes. Ça peut s'effondrer aussi. On va revoir toutes les frontières. D'abord, dans le Moyen-Orient, il y aura des pays qui vont disparaître. Il y a de nouveaux pays qui vont apparaître au Moyen-Orient, après cette guerre. En Afrique, même chose. On a commencé déjà avec l'AES, l'État de Alliance de la Sahel. Ils ont aboli les frontières héritées de la colonisation française. Il y a déjà un État. Mais ce qui est bon là-bas, ça vient d'eux. Ça vient des Africains qui ont décidé de se mettre ensemble. Mais les autres, tel ce qui se passe avec l'Est du Congo, et ils veulent revoir les frontières parce qu'ils sont puissants. Or, l'Occident n'est plus puissant. Il ne saura pas imposer sa vision. Peut-être, c'est l'Amérique, quand ils vont discuter, l'Amérique va discuter avec la Russie, tout comme avec la Chine, ils vont se définir leurs zones d'influence. Ce qui va se passer après la guerre de l'Iran, ce qui va se passer peut-être d'ici 2030 quand on aura une stabilité. Quand on aura une stabilité. Mais M. Fodi Moulumba, peut-être on devrait avancer. Parlons un peu de cet aspect de cesser les feux. Juste De quoi? Cesser le feu. Oui, c'est le feu. Oui. Ce mécanisme de cesser les feux qui a été renforcé. Juste en quelques mots. Vous pensez que dans ce mécanisme, il y a 3 généraux congolais, 3 généraux MONUSCO qui va piloter ce mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Quelle est votre lecture par rapport à cette décision? Mais vous croyez en ça? Doha est où? Maintenant, vous avez oublié Doha, maintenant vous êtes Genève. Genève, c'est où? En 2018-19. Il faut vous rappeler. Tous les opposants étaient où? À Genève, non? Pour trouver un candidat, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Félix avec Kamer sont partis. Ils n'ont dit pas question. En fait, c'est quoi? Derrière ces histoires ici, c'est là où il y a un conflit, un affrontement entre l'Europe et l'Amérique. Quand on dit l'Europe et l'Amérique, les États européens, le gouvernement européen, le gouvernement américain. L'Amérique vient de mettre la main sur le Congo. Il faut vous mettre en tête ça. L'Amérique est présente. Pour sa sécurité nationale, l'Amérique doit contrôler le Congo. Et réaliser sérieusement l'accord de partenariat stratégique. Mais les Européens n'ont pas l'accès. Que faire? Il faut chercher des clients. Comme ça, en négociant, on va intégrer les systèmes pour avoir leurs personnes au sein de l'État congolais. Voilà l'enjeu. C'est tout.
Mais comme les Américains ont déjà décidé, c'est fini. Parce que le monde serait partagé entre l'Amérique, la Chine et la Russie. L'Europe, ce n'est pas une puissance. Les globalistes, ce n'est pas une puissance. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la sécurité. Les services de renseignement, la CIA, c'est l'Amérique qui contrôle, ce ne sont pas les globalistes. Vous avez l'armée, c'est l'État américain qui contrôle, ce n'est pas les globalistes. Il y a de nouvelles donnes qui sont entrées en jeu, que nous ne comprenons pas ici. Mais ce qui est positif ici, il faut que les gens comprennent. Vous savez, on a connu la première, après la colonisation, après la domination occidentale sur nous, on a connu la première libération avec la colonisation, une libération politique. Les Lumumba sont battus pour qu'on soit indépendant. On n'avait pas le contrôle de l'économie. Maintenant, l'enjeu ici, maintenant, c'est le contrôle de l'économie. Nous devons être capables de contrôler nos matières premières pour que ça profite à la population. Au lieu que les autres viennent piller et voler, il faut qu'ils apprennent à acheter. Les Américains, avec l'accord global, sont d'accord. Les Européens, non. En fait, ils sont exclus de l'accord de partenariat stratégique. Et puis, c'est la fin de l'acte de Berlin. L'acte de Berlin, ça a été signé en 1885. Il y avait 14 puissances. Maintenant, ça n'existe plus. On n'a que 2 puissances qui sont au Congo, c'est la Chine et l'Amérique. Donc maintenant, les combats entre la Chine, la compétition entre la Chine et l'Amérique, les Européens sont hors du jeu. C'est à nous de comprendre maintenant où sont nos intérêts et comment les définir. Les drames de ces pays, savoir des mercenaires qui sont dans des institutions qui occupent les places stratégiques. Boulos a parlé aux Nations Unies. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il a condamné le Rwanda, il a parlé du Rwanda, le Rwanda doit se retirer. Mais il a dit aussi, il faut qu'on laisse les Congolais faire la politique. Ça signifie que l'Ouganda, le Rwanda, les multinationales ont leurs clients au pouvoir ici. Voilà pourquoi on tourne en rond. Voilà pourquoi on ne fait pas de débats sur des questions sérieuses. On fait des débats sur des questions secondaires. Alors qu'on vous dit que le pays est en train de prendre, donc la maison prend feu, non, vous discutez encore. Donc, ces élites que nous avons, ce ne sont pas nos élites. Ce qu'on a ici, ce ne sont pas nos élites. C'était pas les élites congolaises. C'est s'occuper du peuple. Mais regarde, chaque fois, on voit que des millions. Et quand vous regardez, vous dites, mais ils viennent d'où ces gens? Ministres, DG, vous ne comprenez pas. Là où on va, c'est que le pays marche. On doit voir des gens compétents, non? On va voir des gens compétents, mais curieusement, la plupart des gens n'ont pas de compétences, mais ils sont là ministres, ils sont là DG, ils sont là administrateurs. C'est là où moi j'ai dit c'est notre responsabilité. Voilà pourquoi je lance quand même des fleurs à Kalonji TV. Vous les connaissez? Oui. Il y a Moubenga, il y a Chancela Chala, il y a encore qui, oui, HK Today. Ils font du bon travail, c'est des dénonceurs. La presse est là pour dénoncer ce qui ne marche pas. La presse ne peut pas être là pour s'accommoder avec des bandiers de voleurs qui tuent notre peuple. Je te prends l'exemple. Ici, il y a des choses qui s'est passées au Conseil des ministres. Le président, donc le ministre des Finances s'est plaint. Ça, c'est selon Kalonji. Il a monté la lettre. S'est plaint en disant qu'on demande de payer parce qu'on a fait à peu près 2 mois. On a difficile à payer les fonctionnaires. Les budgets a envoyé l'enveloppe de la masse salariale équivalent à 600 millions. Or, par mois, on dépense 300 millions. C'est comme ça qu'on a des difficultés pour payer les agents de l'État. Maintenant, au Conseil des ministres, les présidents voulaient savoir comment expliquer qu'on soit incapable de payer les salaires des agents. Le président a demandé qu'on fasse un audit, qu'on fasse des rapports. Selon Kalonji, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Ça suffit quoi. Quand je prends l'exemple de Kalonji TV, c'est pour expliquer aux gens le travail que la presse doit faire. La presse ne peut pas être complaisante, être derrière les politiques. Si la presse voit qu'un politicien est voleur, il a trahi le pays, il faut que la presse dénonce.
Aujourd'hui, ceux qui dénoncent, ce n'est pas la presse à Kinshasa. Ça vient de l'extérieur. Chala, hein, donc moi, sur les réseaux sociaux. Vous avez Chancela, vous avez Kalonji, TV, vous avez Mobenga, HK Today. Est-ce que ces gens-là sont totalement crédibles? La question, Kalonji, les autres. la question, c'est pas la crédibilité. Est-ce que l'information est vraie? Voilà la question qu'il faut se poser. Ce n'est pas la crédibilité. Est-ce que l'information est vraie? Je te prends l'exemple de Kalonji, il a sorti la lettre. Hein, je pense qu'un résumé qui a été fait au niveau du Conseil des ministres, il a dit clairement. C'est ça le travail de la presse. C'est pas comme nous vivons, tout le monde est toujours complaisant, on est dans des magouilles, on fait plaisir. S'il y a un coup de balai qui vient ici, on va tous nous balayer. Donc, moi, je demande à notre presse, aux intellectuels, aux véritables journalistes, d'accepter un minimum de sacrifice, de s'assumer. Parce que sans presse libre, quand on dit libre, ce n'est pas parce que vous êtes d'accord avec l'Occident. Quand on dit presse libre, c'est presse qui dit la vérité à notre peuple, pour aimer notre peuple. Donc sans cette presse-là, il n'y a pas d'avenir. Malgré vos histoires, vous vous retrouvez avec des séminaires, là, on vous embrouille, là, des séminaires à tout moment, les réalités sur le terrain et tout autre. Je prends l'exemple. Vous demanderez à tous ces ONG qui vous financent, là, vous leur demandez, vous voulez faire des investigations sur les entreprises qui financent la guerre à l'Est. Vous n'aurez même pas info. Parce que ces ONG vivent fonctionnent grâce aux entreprises qui sont installées à Kinshasa, pardon, à l'Est du Congo, qui pillent, qui tuent. Donc ils ne peuvent pas dénoncer ceux qui leur donnent l'argent, les financiers. C'est impossible. Donc il faut que nous-mêmes nous prenions conscience. Nous nous mettons d'accord, on fait des investigations, c'est pour les biens de notre peuple. Ça demande un minimum de sacrifice, un minimum d'organisation, un minimum de volonté, un minimum d'ambition et de vision. Malheureusement, notre presse, les jeunes gens qui se disent journalistes aujourd'hui, ils se comportent comme des politiciens, hein, ils s'habillent comme des politiciens. Ça ne sert à rien. Alors, M. Freddy Mulumba, on va avancer également avec la question de la prestation de serment du président congolais Denis Sassou Nguesso. Beaucoup de chefs d'État, Kagame, président Tshisekedi, Lourenço, celui du Burundi. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Quelle lecture faites-vous de cela? Le Congo est de retour. Vous avez suivi au stade quand Félix est arrivé. Tout le monde était debout. Ça signifie quoi? On reconnaît à Félix le travail qu'il a fait pour ce pays, pour l'Afrique. Parce que Kagame menaçait au Congo. Il faut comprendre, Kagame était parti au Congo-Brazzaville, il contrôlait le pouvoir là-bas. Les Congolais sont révoltés. Kagame avait déjà acheté des terres, jusqu'à ce qu'on a tout annulé, sous la pression de la population. Donc le peuple congolais de Brazzaville se retrouve en Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi il a eu qu'il y aurait beaucoup de Kino au stade. Kino ou pas, les gens l'ont applaudi. On n'a pas applaudi Kagame, pourquoi? S'il valait quelque chose. Hein? Vous pouvez l'applaudir, non? Ça, vous dites que ce sont des Kinois. Ça, ce sont des discours inutiles. Les gens qui sont ils ont vu qu'il serait entré, tout le monde est debout. Applaudissements. Ça signifie qu'on reconnaît ce qu'il a fait comme travail. On reconnaît aujourd'hui que le Congo est de retour. C'est vous, les Congolais, qui ne comprenez pas, vous vous contentez de peu. Ce pays a besoin de gens qui rêvent grand, qui font rêver notre peuple. La jeunesse veut rêver. Donc, vous avez des petites élites qui se battent pour des petits postes, par-ci, par-là. Dès qu'il a pris son vin, il est ivre, il mange. Il n'y a que ça. Le peuple veut assez qu'on puisse le faire rêver. Ce que notre peuple attend. Et pour cela, il faut changer d'élite. Pas celle qui est là, l'élite de médiocre. On ne s'en sortira pas. On peut se flatter, être gentil, mais l'avenir n'est pas bon avec cette classe politique qui est médiocre. Si on ne la change pas, l'histoire viendra nous condamner très sévèrement. Parce qu'on s'est laissé berner par des mercenaires, parce qu'on a accepté d'être corrompu par des étrangers contre nos propres intérêts. Monsieur Freddy Mulumba, quelle est la place aujourd'hui de qui? Quelle est la place, si on essaie de voir dans la configuration,
Quel rôle peut jouer M. Sassou Nguesso dans la différentes crises qu'il y a en Afrique centrale, même chez nous? Est-ce qu'il peut avoir un rôle? Non, 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 vous avez évité ça. Nous sommes une puissance. Le Congo, c'est combien déjà? C'est 4 millions d'habitants. C'est quand même un doyen en termes de... Hein? C'est quand même Non, non, non. Il ne faut pas parler en termes de doyen, si on parle en termes de puissance. Quand Félix sort, on voit le Congo, on ne voit pas qu'il est jeune. Hein? Il porte tout un pouvoir, donc tous les intérêts congolais. Et ça pèse plus que Brazzaville. Hein? C'est ça les drames chez nous. Nous devons aller mettre l'ordre par-ci par-là. Mais nous voulons que les autres pays viennent nous gérer. C'est pour dire que l'élite est très faible. Une élite qui n'a pas d'ambition, de grandeur, de volonté de puissance. Voilà le problème. Nous, on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne encore civiliser nos histoires. Nous décidons nous-mêmes parce que nous sommes une puissance. Les autres doivent se plier. C'est tout. Vous avez fait ainsi. Mais nous sommes en Suisse déjà. Nous sommes en Suisse, à Genève. Mettez la croix sur cette histoire-là. Ça ne va aboutir à nulle part. Je vous dis que Doha, est-ce que vous parlez encore de Doha? Doha, c'est Qatar, non? On a bombardé par l'Iran. Tout le monde a fui. Maintenant, ils sont en Suisse, chez qui? Ce sont les globalistes, les Européens qui sont derrière. Je vous rappelle ici ce qui s'est passé en 2019, à Genève, non? C'est les leçons du passé. De toute façon, nous entrons dans une nouvelle ère où les grandes puissances vont se partager le monde. Ceux qui sont faibles vont subir. Et ceux qui sont derrière, M23 là, ils peuvent les retrouver. Les négociations n'aboutiront à rien, si je comprends bien. Rien. Tu peux t'imaginer, quelquefois on ne comprend pas les Congolais. Plus de 10 millions de morts. Kagame occupe le Congo. Mais la guerre se termine toujours. J'ai dit, c'est Kagame occupe le Congo. Vous n'êtes pas des hommes. Mais la guerre se termine toujours. J'ai dit, la guerre ne termine pas autour de table. La guerre termine quand on a vaincu. Kagame nous occupe. Vous voulez négocier quoi? Là où il y a des hommes, hein, les matins on se réveille, nous sommes à Kigali. Fini. Ça, on trouve des hommes là. C'est ce que Trump dit, faire la paix par la force. Nous sommes dans un monde où il n'y a pas de droit international. Tout est question de rapport de force. Il faut que les Congolais comprennent. C'est le jour où on va décider à Kinshasa, même si les Européens, les Occidentaux sont derrière, nous engageons notre peuple, cette guerre va terminer. Sans ça, avec ces négociations, c'est pour qu'on leur cède l'Est du Congo. Or, notre peuple a beaucoup payé. Monsieur, merci beaucoup, monsieur Freddy. On a tué beaucoup de Congolais. On est en train de voler le minerai. Donc, vous allez négocier quoi? Quand vous êtes gentil. Tout est question de rapport de force. Les faibles seront écrasés, les plus forts vont. Mais je pense que. En 2 mots, qu'est-ce qu'on devra retenir? Qu'est-ce que l'opinion devra retenir? En 2 mots simplement, parce qu'on a épuisé toutes nos minutes. C'est ce que Moselle Laurent Désélé Kabila avait dit. La guerre sera longue, hein, et populaire. Le peuple se prendra en charge. Ah, ça n'est fini par ces mots, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Le week-end s'annonce aussi long, hein? Donc on espère que les autorités nous prendront en charge. Bien que c'est un peu difficile ce baguetta. Allez, ça n'est fini. Merci beaucoup, M. Freddy. Merci aussi à vous tous. Portez-vous bien et bon week-end chez vous.